Au sommaire de ce journal, la mairie du district reçoit des équipements de voirie de plus d'un demi-milliard de francs CFA, un investissement du gouvernement pour relever le défi lié à la salubrité et mettre en place un système durable de gestion des déchets de la capitale. Comment protéger les enfants dans la presse? La question est au centre d'un atelier de formation à l'initiative de la Coalition malienne des droits de l'enfant COMAD qui regroupe à Caille une trentaine de professionnels de médias. Jeudi 7 septembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Nous commençons ce journal par les obsèques nationales du footballeur émérite Salif Keita. Domingo ou la Panthère Noire nous a quittés samedi dernier à l'âge de 76 ans. Premier ballon d'or africain, icône du football africain. L'illustre disparu a marqué l'histoire du ballon rond. C'est donc tout naturellement que la légende du football a eu droit à des funérailles nationales. Ces obsèques se sont déroulées sur la place du cinquantenaire en présence des autorités du pays qui annoncent que Salif Keita sera immortalisé au cours d'une autre cérémonie. Fotiki Tunkara. Véritable légende du football, Salif Keita Domingo a vécu son tout dernier jubilé ce mercredi sur la place du cinquantenaire à travers ses funérailles nationales organisées par le gouvernement du Mali. Aux côtés du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, entouré des membres du gouvernement, d'anciens ministres, des responsables d'institutions et autres dignitaires de la République et l'ensemble du mouvement sportif, la nation s'est fortement mobilisée pour rendre un dernier hommage à ses patrimoines nationaux. Toute chose qui ne laisse indifférent la famille du premier empereur du football africain. Je voudrais d'abord remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ainsi que le gouvernement de la transition d'avoir en si peu de temps organisé cet hommage à Salif Keita, notre père, à Séré et à moi. Nous souhaitons également remercier toute la famille de football et de cœur pour son soutien dans cette dure épreuve. Pendant des jours, les médias du monde ont relayé les exploits du footballeur Salif Keita. Et aujourd'hui, les intervenants vont sans doute parler du président de la fédération, de l'homme d'affaires, du ministre, du formateur de jeunes talents. Mais pour Séré et moi, Salif Keita était tout simplement notre papa. Un soir d'hiver à Boston, papa est arrivé à la maison, fatigué, bien trop fatigué. Maman a regardé papa, inquiète. Elle a demandé à son mari, « Salif, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, le général ?» Maman appelait papa le général quand elle était inquiète, quand elle voulait qu'il se batte. Papa s'est confié à maman. Il a dit à maman que le football devenait trop comme un métier et le ballon perdait de sa magie. Quand je dispute mes matchs aujourd'hui, Fanta, loin de la maison, dans la neige de Boston, je joue comme si je suis une machine qui fait la même chose tout le temps. C'est avec vous, toi et les filles, que je redeviens Salif. Je veux passer plus de temps avec vous, car nos filles grandissent et je les vois très rarement. Papa et maman se sont assis pour planifier leur avenir ce jour, car ils étaient des complices, des amis et des partenaires. Des partenaires qui se battaient tous les jours, loin de leur pays qu'ils aimaient, leur famille et leur cercle d'amis, pour donner un avenir à leurs deux filles. Doté d'un talent incomparable, ce footballeur surdoué a, à travers les stades du monde entier, fièrement et dignement représenté tout un continent. Plus qu'un simple discours dans ses concerts d'éloges et de témoignages, l'oraison funèbre sur fond de recueillement devant la dépouille et de remerciements à l'endroit des autorités est finalement marquée par une forte annonce qui tombe comme un scoop. Je me dois d'annoncer une bonne nouvelle, malgré que nous soyons sur un lieu de deuil. En effet, les plus hautes autorités de notre pays, m'a fait dire le Premier ministre Maïga, ont décidé d'immortaliser Salif à jamais au cours d'une toute prochaine cérémonie. Je voudrais
m'incliner pieusement devant la dépouille de notre ami et frère Salif au moment de lui faire nos ultimes adieux. Je voudrais solennellement assurer de mon affection et de ma sympathie ses enfants, Raki, et Séré, ses frères et sœurs, toute sa famille, qui sont aussi mes enfants, mes frères et sœurs et ma famille. Dors en paix, cher ami. Dors en paix, cher frère. Dors en paix, champion. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, le Mali, en état de parrainage aujourd'hui, encourage ainsi ses enfants à exceller dans leurs domaines respectifs, à l'image de Salif Keita Domingo, homme d'une dimension exceptionnelle qui s'avance en héros avec tous les honneurs de la République. Le gouvernement investit à travers l'ANICT plus d'un demi-milliard de francs CFA pour l'achat d'équipements de voirie composés de 15 caissons, 3 camions cargo et 2 camions balayeuses. Ces matériels destinés à la mairie du district sont entièrement financés sur le budget national. Ils constituent un appui de taille pour relever le défi lié à la salubrité et mettre en place un système durable de gestion des déchets de la capitale. 4 membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie de remise présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Mohamed Kanyantao et Idrissa Traoré. Il ne sert de rien à l'homme de gagner la lune s'il vient à perdre la terre. Le gouvernement fait sienne cette citation en dégageant des voies et moyens susceptibles de débarrasser la ville de Bamako des ordures. Ainsi, à travers l'ANICT, la mairie du district acquiert 20 matériels de voirie constitués de 15 caissons, 3 camions cargo et 2 camions balayeurs. Et tout pour un montant total de 587 millions de francs CFA. Ces véhicules spécialement adaptés pour la collecte efficace des déchets renforceront de manière significative les opérations de nettoyage de la ville de Bamako. Les autorités de la transition ont décidé d'appuyer la mairie du district de Bamako en réaffectant les fonds de l'ANICT à l'équipement de la voirie afin d'assurer l'évacuation des ordures et cela conformément à la stratégie de gestion des déchets solides de Bamako. Ce geste est la deuxième phase d'une série d'activités initiées par le gouvernement pour assurer l'évacuation des ordures conformément à la stratégie de gestion des déchets solides de Bamako. De 2022 à 2023, l'État a mobilisé 1,7 milliard de francs CFA pour l'assainissement de la ville des Trois Caïmans. Les déchets peuvent être transformés jusqu'à 90-95% si nous mettons en place ce qu'on appelle une filière d'industrie du déchet solide. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans cette dynamique-là. Donc nous encourageons les opérateurs privés à venir dans ce secteur, à venir investir. Cela va non seulement créer des emplois, ça va régler le problème d'assainissement solide de la ville de Bamako, ça va booster l'économie et ça va créer de la valeur ajoutée. La question de l'insalubrité à Bamako est une question assez profonde, mais en une année, nous avons pu réaliser beaucoup de progrès. Entre autres, bien entendu, l'identification de dépôts de transit, l'accélération de certains projets pour la transformation de déchets sur le site de Numbu et en Muntugula, et bien entendu la question de l'équipement de la DSUVA, la voirie du district. Je profite de votre micro pour remercier chaleureusement au nom de nos plus hautes autorités l'entreprise Toguna et toutes les personnes de bonne volonté qui s'occupent et qui nous appuient gracieusement dans la question de l'assainissement et de la salubrité de la ville de Bamako. Cette cérémonie entre dans le cadre de la stratégie d'accompagnement de l'ANICT à la collectivité. Elle se tient après l'arrêt des prestations de la société Ozone Mali, la fermeture de certains dépôts de transit et le dysfonctionnement de la décharge de Numbu.
Voilà, fallait entendre 15 caissons, 3 camions cargo et 2 camions balayeurs. Pardon pour cette faute. Session d'information et de sensibilisation sur les missions et avantages du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, SECAM à Koulikoro. Objectif, outiller les acteurs du monde des affaires de la région sur le bien fondé du SECAM, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Reportage, Ousmane Koïta. Les acteurs du monde des affaires de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro renforcent leurs capacités pour s'approprier du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, SECAM Mali. L'approfondissement des connaissances sur cet instrument de règlement des litiges est plus qu'une nécessité au sein de la CECIM pour gérer les éventuels conflits, au dire des responsables de la CECIM de Koulikoro. Il faut comprendre que si le SECAM n'avait pas existé, on allait l'inventer. Ça permet de faire de bonnes affaires et puis de la façon la plus noble également, sans trop de tracasser au niveau du tribunal ou autre chose. Parce que c'est des gens qui sont là, des personnes sages, qui sont là pour uniquement chercher la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. L'article 7 de la loi de création même de la Chambre de commerce lui permet de mettre en place cette structure. Parce que cet article dit que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali peut être amenée à désigner des arbitres et des médiateurs pour régler des litiges d'ordre contractuel en matière de commerce, d'industrie et de services. Donc la Chambre de commerce est vraiment dans son rôle en mettant en place cette structure. Les missions, les avantages de la médiation ou les modes alternatifs de règlement des litiges comme prescrit dans les textes et règlements de la SECAM seront au menu de ces 2 jours d'échange entre les participants et les experts venus pour la circonstance. Il me convient de vous informer que le Mali a décidé de prendre en compte le règlement des différends à travers le mode alternatif dans le projet de la nouvelle constitution. C'est une occasion pour vous de vous approprier de ces modes de règlement afin d'adopter un climat des affaires. Une fois imprégnés des missions et avantages du SECAM, les participants sauront comment profiter désormais de cet instrument de gestion des conflits de la CECIM. Partons à Caille où se tient un atelier de formation des professionnels de médias sur la protection des enfants, initié par la Coalition malienne des droits de l'enfant COMAD, avec le soutien de l'ONG Save Children sur financement du Royaume de Suède. Cet atelier de 2 jours regroupe une trentaine de professionnels de médias de la Cité des Rails. Son objectif, faire en sorte que la question des droits de l'enfant reprenne la place qui lui revient dans les médias. Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Cet atelier de formation à l'intention des hommes de médias de la région de Caille s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la société civile pour les droits de l'enfant, un projet mis en œuvre par la Coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, avec le soutien technique de l'ONG Save the Children sur financement du Royaume de Suède. Nous sommes là aujourd'hui à Caille pour que cette question des droits de l'enfant reprenne sa place dans les médias. Et à l'issue de l'atelier, qu'on puisse avoir comment est-ce qu'il faut protéger les enfants dans la presse ici à Caille. Ainsi, pendant 2 jours, la trentaine de professionnels de médias de Caille sera mieux outillée sur les textes régissant les droits de l'enfant à travers différentes présentations. Une présentation d'abord sur la politique et la sauvegarde des droits des enfants. Également, on va voir aussi les cadres juridiques, les instruments sous-régionaux et nationaux. Nous allons voir également la communication sur la charte des professionnels, des médias sur les droits des enfants et ça va se boucler avec l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de ces activités. Ces journalistes, il faut qu'ils sachent ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir vraiment mener à bien leur mission sur le terrain. Nous souhaitons vraiment la pérennité qui est d'autres formations. Signalons que la Coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, initiatrice de cet atelier, a été créée en 1995. Elle regroupe plus d'une centaine d'organisations non gouvernementales et associations intervenant dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'enfant au Mali. Lancement officiel des épreuves du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation en sciences de la santé de Caille. Le gouverneur de la région a donné le ton hier, mercredi matin. Dans la Cité des Rails, ils sont 140 candidats pour le cycle licence, dont 22 professionnels. Reportage signé Benro Fofana et Lassana Keita. En compagnie de sa délégation, le chef de l'exécutif régional s'est rendu ce mercredi 6 septembre à l'Institut national de formation en sciences de la santé, INFSS de Caille.
À 8h40, le gouverneur a procédé au lancement officiel du concours direct d'entrée dans cet institut. Cycle licence. Dans la salle numéro 1, il a ouvert la première enveloppe contenant l'épreuve de la culture générale. Nous avons pu ouvrir les enveloppes, mais avant nous avons pu constater la bonne organisation. Nous avons constaté que les salles sont vraiment disponibles. Les candidats ont pris place et tous les sacs, tous les effets sont gardés dehors. Ça, c'est très important pour éviter les fraudes. Donc en matière de sécurité aussi, les agents sont là. Pour cette session de septembre 2023, 2 candidatures ont fait l'objet de rejet. Ils sont donc au total 140 candidats, 22 professionnels détenteurs de la catégorie B1 et 118 bacheliers, toutes séries confondues, âgés de 21 ans. Ils sont répartis en 5 filières, à savoir infirmiers d'État, sage-femme, biologie médicale, santé environnementale et kinésithérapie. Le niveau national pour les professionnels, il est retenu 10 quotas pour la filière sage-femme et 10 quotas pour la filière infirmière d'État. Bon, le direct, c'est un quota de 100, le niveau national. Notons que pour ce concours direct d'entrée à l'Institut national de formation en sciences de la santé, les candidats admis en région y seront orientés. Des cas de permutation restent possibles pour ceux qui souhaiteront aller dans d'autres régions du Mali. L'association Daba Modibo Keïta a lancé à Baguineda le Challenge Citoyen 22 septembre, un projet qui se veut fédérateur, une façon pour les organisateurs d'apporter leur pierre à l'édification de notre pays. Pour plus de précision, écoutons Badra Alou Keïta, coordinateur général du projet Challenge Citoyen 22 septembre. Aujourd'hui, on est là, nous aussi, pour lancer le Challenge Citoyen 22 septembre. Qu'est-ce que le Challenge Citoyen 22 septembre? C'est un projet qu'on a mis en place un peu pour apporter aussi notre petite pierre en tant que jeunes, aux efforts que toutes les autorités sont en train de faire et toutes les autorités passées et les autorités futures. C'est un projet qu'on a initié pour que ça puisse fédérer tous les Maliens de l'intérieur, la diaspora et tous ceux qui aiment le Mali. Okay? Et les symboles du challenge, c'est un drapeau, un balai et un arbre. Et à cela, on a ajouté le ballon, pour un ballon de paix qui va symboliser un peu tout ce qui est sport, parce que nous sommes à la base des sportifs. Notre association porte le nom de Daba Modibo Keïta, qui est le premier Malien et Africain à devenir champion du monde de taekwondo. Donc pour nous, c'est un modèle, c'est un ambassadeur. Et dans ce cas, on a lancé 5 grands défis qu'on veut que tout Malien et amis du Mali essaient de relever pour ce 22. Nous sommes à la 3e édition. Le premier défi, c'est quoi? C'est que le 22, une famille, un drapeau, que chacun puisse mettre un drapeau sur sa porte le 22. Le deuxième défi, c'est un profil, un drapeau. C'est qu'on puisse changer tous nos statuts avec le drapeau du Mali. Le troisième défi, c'est l'opération coup de balai familial, que chaque famille s'engage à balayer sa cour et sa devanture. Le 4e défi, c'est ce qu'on vient de faire ici aujourd'hui, que chacun essaie de planter son petit arbre du 22, et si possible un arbre fruitier, parce que demain, ça peut servir les générations futures. Le 5e grand défi, c'est le concours qu'on va organiser nationalement et internationalement, du concours de l'hymne national du Mali. Maintenant, pour accompagner tous ces événements, il y aura une grande conférence de presse qu'on va faire au lycée technique dans la salle mythique du 22 septembre où nos pères fondateurs ont posé les jalons du Mali dont on te parle aujourd'hui fièrement. Et suivi de ça, il y aura une grande caravane avec les motards du Mali, les rollers, peut-être les chevaux. Et suivi de cela, il y aura la réception du flambeau le 21. Des propos recueillis par Bokari Koulibaly avec le programme spécial de l'ORTM sur les productions de la Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023 jusqu'au 9 octobre prochain, du lundi au jeudi. Vous pourrez suivre à 14h les prestations des différentes troupes. À suivre aujourd'hui la troupe de Koutiala. Mais avant, je vous propose d'aller à la rencontre de Massa Dambélé, un ancien joueur de djembé qui a participé à la Biennale de 1982. Il dispose d'une expérience redoutable et des souvenirs qu'il partage avec les jeunes générations dans ce reportage signé Brahima Kone depuis la station régionale de ORTM Koutiala. Né en 1953 à Koutiala, Sogoumbougou, Massa Dambélé, un ancien joueur de djembé, est un autodidacte atypique en musique. Muni d'une oreille absolue, Massa Dambélé est inspiré en 1968 des notes du musicien le plus célèbre de sa ville natale. J'ai émis les notes de Solomon Kouni, qui était à l'époque le joueur de djembé le plus connu sur les scènes de théâtre.
Une inspiration qui l'a amené à amorcer une carrière musicale au niveau local. J'ai participé à la biennale en tant qu'un batteur de djembé en 1982. C'est bien passé. On a joué, on était à Bamako avec la troupe de Koutiala qui a présenté Sikasso. J'ai beaucoup donné ce jour. J'ai eu des prix ce jour-là. Massa Dambélé se souvient du bon vieux temps pendant lequel les acteurs s'employaient au mieux pour faire de la biennale un tremplin pour la promotion culturelle et la cohésion sociale. De nos jours, il y a plusieurs problèmes relatifs entre autres à la danse, à la manière de jouer le djembé et à la mobilisation des troupes. À notre époque, le djembé était décemment joué, mais aujourd'hui, le son est dénaturé. Un bon joueur de djembé joue un rôle important dans la réalisation du ballet. Je demande donc aux artistes de s'appliquer. La persévérance et l'ingéniosité de Massa Dambélé ont fait la fierté de Koutiala pendant la biennale de 1982. Pour maintenir ce cap, il a formé au fil du temps ses frères et fils qui ont à leur tour participé à la biennale de Mopti 2023. Le premier départ, c'est local. Bon, après, semaine régionale, on part à Sigasso. On prépare la biennale à Sigasso. On peut faire 2 mois là-bas. J'ai participé une seule fois. J'étais le premier batteur de djembé dans la région de Sigasso. Après la biennale de 1982, notre joueur de djembé a changé de fusil d'épaule en s'adonnant à l'agriculture et au commerce. Qu'à cela ne tienne, à 70 ans, Massa garde encore l'habitude de faire retentir le son du djembé dans sa famille, histoire d'inciter les jeunes générations à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de la biennale artistique et culturelle. Rendez-vous donc tout à l'heure à 14h pour suivre l'intégralité des différentes prestations de la troupe de Koutiala. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un bel après-midi avec nous sur ORTM1.